comme on dit. Donc ça, c'est nous, hein, cabinet ECA, diverses certifications, diverses compétences au service de l'accompagnement de la transformation des entreprises, et notamment cette notion de RSE. Alors la RSE, je peux d'ailleurs vous poser la question, qu'est-ce que la RSE? Qu'est-ce que vous en savez? Est-ce que quelqu'un peut se jeter à l'eau et nous donner une définition ou ce qu'il pense être la RSE? Personne ne veut se jeter à l'eau? Non. Ah, j'entends une petite voix, très loin, très loin. Je pensais tout ce qui est social et économique dans l'entreprise, donc ça touche aussi bien le personnel que l'environnement dans lequel on évolue, j'imagine, entre autres, mais je pense que c'est pas les uniques sujets. C'est un peu Oui, restrictif, je pense, comme d'accord. approche. OK. Bah, c'est déjà pas mal, c'est une bonne base, hein, voilà. On n'est pas toujours à l'aise avec les sigles, les acronymes. Donc là, on a un R, un S et un E. Et, souvent, voilà, même le E, on confond. On peut y mettre aussi la notion d'environnement. Alors, responsabilité sociétale des entreprises, RSE, responsabilité sociétale des entreprises. Vous entendrez de plus en plus parler aussi de responsabilité sociétale tout court. On abat le E, où on va être sur quelque chose de beaucoup plus global, ou de responsabilité sociétale des organisations, c'est-à-dire pas uniquement les entreprises à but lucratif, mais aussi toute forme d'organisation, des associations, des ONG. Voilà, c'est un mouvement qui aujourd'hui irrigue toute forme de construction dans la mesure où on recherche à être vertueux et durable. Bon, ça s'adresse notamment aux entreprises. Alors tout ça remonte à un petit peu de temps. On va notamment tourner autour de la question de la durabilité, le développement durable. Alors, le développement durable, aujourd'hui, laisse place au terme de durabilité. C'est quand même une notion qui remonte à assez longtemps maintenant. Qu'est-ce qu'on entend par durabilité ou développement durable? C'est la possibilité qui est donnée à une génération, donc notre génération par exemple, de répondre à ses besoins maintenant, sans compromettre la capacité des générations à venir à répondre aux leurs. Sachant qu'au moment où cette définition est écrite, donc il y a déjà un petit moment, on était donc sur les générations qui nous ont précédés. Donc les générations précédentes avaient déjà comme ambition, si ce n'est comme objectif, d'essayer de ne pas compromettre les générations à venir. Par exemple, notre propre génération. Est-ce qu'elles y ont réussi? C'est une question qu'on peut déjà se poser. Est-ce que aujourd'hui on arrive pas aussi aux limites d'un système? Parce qu'en fait, quand on parle de durabilité, on met en jeu trois notions. L'environnement dans lequel on œuvre, dans lequel on vit, dans lequel on développe des activités. Le mot de développement est quand même assumé dans cette définition. L'économie, au sens l'organisation économique, financière, des échanges et la production qui tourne autour de ce développement. Et puis le social, c'est tout le corps social qui est contributeur ou en, en confrontation avec ce développement. Et donc la durabilité, c'est la conjonction des trois notions, environnementale, économique et sociale. On parle de durable quand on arrive à une forme d'harmonie entre ces trois dimensions, sachant qu'elles se divisent déjà en trois sous-notions. Quand l'environnement et l'économie se rencontrent, on est sous une notion de viabilité. Quand l'environnement et le social sont en harmonie, on est sur quelque chose de vivable. Et quand le social et l'économique se rencontrent, on est dans quelque chose qui est équitable. Et quand on est viable, équitable et vivable, on vise à la durabilité, c'est-à-dire que on pérennise aussi les formes d'organisation et les formes d'utilisation de l'environnement ou également les formes de recherche de gains des entreprises. C'est toujours bon pour vous? Ça va? Vous n'êtes pas perdu en route?
C'est bon. Alors, pour pouvoir être un peu plus précis sur les questions de durabilité et de développement durable, les Nations Unies nous ont ouvert la voie en définissant 17 objectifs de développement durable que vous retrouvez ici, que vous avez certainement vu très souvent. La petite corolle que vous trouvez en bas à droite est un visuel qu'on voit de plus en plus. Même certaines entreprises se le réapproprient dans leur communication pour montrer justement qu'elles visent par l'intermédiaire de leur façon de développer leur entreprise, leur modèle économique, à une forme de durabilité. Donc il y a 17 objectifs de développement durable et vous voyez qu'ils sont cohérents avec tous les aspects qu'on peut envisager de la place de l'homme dans son environnement et de ses interactions avec cet environnement. Donc on vise à pas de pauvreté, à pas de famine, à une population en bonne santé et visant au bien-être, et ainsi de suite. Je rappelle que ces objectifs de développement durable s'adressent de la même manière qu'on soit un citoyen français ou qu'on soit un citoyen d'un autre pays. Et il est aussi indiqué qu'on ne fait pas l'impasse sur un de ces objectifs-là. Par a priori, on pourrait dire, bah, de toute façon, en France, il y a déjà des sujets qu'on peut dire qu'ils sont acquis. Ce n'est pas forcément vrai. Donc, on est aussi dans une forme d'exemplarité et d'aller chercher la vérification dans chacun de ces objectifs si effectivement on est à la hauteur des objectifs, à la hauteur des ambitions. Alors, tout ça, vous allez me dire, c'est très macro, c'est très bien, personne ne peut le contester, c'est évident, tout le monde souhaite ça pour soi et pour son prochain et pour les générations futures. Mais en vérité, que peut déjà faire une entreprise concrètement pour mettre en adéquation son modèle et la visée que je viens d'indiquer? Et donc, vous avez peut-être en tête une loi qui s'appelle la loi Pacte, qui est une loi de 2019, une loi franco-française, et qui a notamment introduit la question de la raison d'être des sociétés. L'idée étant de se dire que une entreprise a un objet social qui n'est pas uniquement un objet visant à développer de la richesse au bénéfice de ses actionnaires, mais qu'elle agit aussi dans un intérêt social qui prend en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. On est bien sûr sur une obligation de moyens, on n'est pas sur une obligation de résultat. L'entreprise a la faculté de se définir une raison d'être, et mieux que ça, elle peut même faire évoluer les statuts de son entreprise en précisant dans ces statuts quelle est sa raison d'être, voilà, qui va être constituée de principes dont la société va non seulement afficher, mais également mettre des engagements en termes de moyens pour atteindre la réalisation de ces principes. Donc, on va définir dans les statuts quelle est la raison d'être de l'entreprise. Est-ce que c'est d'améliorer, par exemple, l'accès à tel ou tel produit ou tel service pour une population donnée? C'est de permettre, on le voit de plus en plus, à être en responsabilité, par exemple, vis-à-vis de l'environnement. On peut se fixer dans les statuts de l'entreprise une véritable raison d'être. D'ailleurs, c'est même fortement recommandé aujourd'hui en termes ne serait-ce que d'image pour les entreprises d'aller vers cette direction. Et alors, on a au service de cet objectif de développement durable, de cette possibilité d'afficher une raison d'être dans les statuts de l'entreprise, notamment une norme internationale, une ISO, l'ISO 26000, qui date de 2010, qui a été signée par la grande majorité des pays et qui vise cette norme à la responsabilité sociétale. Donc, là aussi, introduit une notion, un concept qui est l'ISO 26000,
peut-être vous ne connaissez pas, vous connaissez très certainement la 9001 pour la qualité, la 14001 pour l'environnement, la 45001 pour le management de la santé et sécurité, et puis vous avez la 26000 parmi d'autres. Qu'entend-on par responsabilité sociétale? C'est la responsabilité d'une organisation vis-à-vis des impacts de ses décisions et de ses activités sur la société et l'environnement, qui doit se traduire par un comportement éthique et transparent, contribuant au développement durable, y compris la santé et le bien-être de la société. Dit autrement, une entreprise, elle a une redevabilité vis-à-vis de l'environnement dans lequel elle développe ses activités. Et quand elle met en œuvre une activité, quand elle prend une décision, elle ne regarde pas uniquement la satisfaction des intérêts des simples actionnaires, des décisionnaires de l'entreprise, mais elle doit prendre en compte les intérêts de ce qu'on appelle les parties prenantes. Parties prenantes qui sont aussi bien internes à l'entreprise, mais également externes. C'est une notion très importante que la notion de partie prenante, qu'on retrouve tout au long de cette norme. En anglais, on distingue bien les shareholders, ceux qui détiennent des parts de l'entreprise, et les stakeholders, qui sont les parties prenantes avec lesquelles les entreprises peuvent ou doivent converser et prendre en compte les intérêts. Alors, je vous pose la question, est-ce que vous pouvez me citer des parties prenantes de vos entreprises, de votre entreprise? Qu'est-ce qu'une partie prenante selon vous dans votre entreprise? Il y a encore quelqu'un? Oui, Oui? les salariés, non? Ah, les salariés, évidemment, sont une partie prenante, bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme partie prenante? Prestataires en font partie, non? Peut-être pas forcément. Oui, les prestataires. Donc, on a des prestataires, des fournisseurs, voilà, des gens dont on a besoin pour pouvoir travailler et produire de la valeur. Oui. Les clients éventuellement? Ah, les clients, évidemment, les clients qui peut avoir une connotation assez large. Oui. Ça peut être des clients au sens des clients finaux, celui qui achète le produit dans le magasin, pour faire simple. Et puis, il y a les clients intermédiaires, parce qu'on est dans des systèmes clients, vous savez, et on ne délivre pas forcément le client final. Ça dépend des étapes de la production dans laquelle on se situe. Donc, effectivement, le client au sens large dans une relation de prise en compte des intérêts, effectivement, de celui à qui on vend un service ou on vend un produit. Tout à fait. Les IRP également? Ah bah oui, les instances représentatives du personnel sont une partie prenante, ils sont la représentation d'une autre partie prenante qui a été citée tout à l'heure, par exemple les salariés. Et dans le système français, on a, en plus des salariés, un système de représentation qui vient être aussi une partie prenante à part entière. D'autres idées? L'environnement politique des élus? Tout à fait. Une collectivité, une entreprise est implantée sur un territoire ou sur plusieurs territoires. Il y a un maire, il y a une préfecture, il y a un conseil départemental. C'est des entités, des parties prenantes avec lesquelles on va travailler. Peut-être avez-vous été attentif au fait que le Var, dans le Var, il y a aujourd'hui une décision qui a été prise. On considère que le Var est un des départements français les plus exposés à la sécheresse. Et donc, il n'est plus autorisé aujourd'hui de permis de construire de nouvelles installations. Parce qu'on est dans une logique dite aujourd'hui, malheureusement, d'artificialisation des sols. Quand on artificialise un sol, c'est-à-dire qu'on prend sur l'environnement des terres qu'on va artificialiser pour construire des immeubles, des routes, d'autres formes d'installation. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a un lien direct entre l'artificialisation des sols, l'urbanisation et la sécheresse et les dégâts que ça peut aussi occasionner. Donc ça, c'est effectivement une relation, avoir un partie prenante sur un territoire, une collectivité,
Est-ce que je peux construire? Est-ce que je ne peux pas construire? Si je dois me développer, si mon entreprise doit augmenter ses capacités, comment elle peut le faire si sur le territoire, plus de permis de construire sont délivrés? Et c'est dans le dialogue avec les parties prenantes, non seulement le recensement des parties prenantes, mais le dialogue avec les parties prenantes, qu'on va pouvoir ouvrir ces espaces de discussion, parce que les décisions qu'on va prendre, elles dépendent aussi de ces marges de manœuvre. Alors vous savez que quand on regarde une entreprise, on peut avoir jusqu'à 100 parties prenantes. C'est fou. Hein. Je pourrais citer des associations, des ONG, le club de foot local. Évidemment, vous avez dit les clients, les fournisseurs, mais ça peut être les avocats, les banquiers, les assureurs. En fait, tout l'écosystème dans lequel une entreprise évolue. Alors, la RSE est tournée autour de 7 questions centrales. Vous voyez à l'écran qu'elles sont réparties autour d'une question centrale à part entière, qui est la gouvernance, gouvernance de l'organisation, autour de laquelle gravitent 6 autres questions centrales, les droits de l'homme, les relations et conditions de travail, l'environnement, la loyauté des pratiques, les questions relatives aux consommateurs et communauté et développement local. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la RSE est une approche systémique dans laquelle on va prendre en compte, au travers de ces principes de loyauté, d'éthique, de transparence, de redevabilité, on va prendre en compte les intérêts des différentes parties prenantes en s'assurant que notre entreprise a des missions, a des actions qui sont vertueuses du point de vue des droits de l'homme, des relations et conditions de travail, de l'environnement, de la loyauté des pratiques, des questions relatives aux consommateurs et des communautés et développement local. Alors, droits de l'homme, on va dire, ouais, mais je suis en France, alors c'est sûr, il n'y a pas de problème, les droits de l'homme sont respectés. Ce n'est pas forcément vrai, parce que dans les droits de l'homme, vous allez trouver par exemple la question des discriminations. Je discutais encore cette semaine avec une professeure d'université qui est au moment de placer des stagiaires dans les entreprises, et elle sait encore, dans ce pays, qu'il est très vrai que certains noms ou que certaines photos sur des CV ne permettent pas à des stagiaires de trouver des stages en entreprise. C'est par exemple le fait qu'une entreprise est sur un territoire, mais en fait, elle n'entretient aucune relation avec le territoire. Elle fait quasiment peu de commerce ou peu de business, on va dire, avec le territoire dans lequel elle œuvre. Elle fait quasiment pas de mécénat, elle ne travaille pas avec les organismes de formation et les écoles, et la plupart de ses salariés viennent de l'autre département. Donc là, on va être dans communauté et développement local. Question relative aux consommateurs, c'est s'assurer qu'on est loyal vis-à-vis de l'information des produits et des services qu'on vend. Donc, on va par exemple éviter l'obsolescence programmée. On va éviter le RGPD pas correct, mais continuer à dire qu'on fait du RGPD, mais à exploiter quand même les données à des fins commerciales et marketing. Loyauté des pratiques, bien sûr, c'est qu'on va s'assurer de ne pas œuvrer pour des formes de corruption, qu'on ne biaise pas les marchés sur lesquels on se trouve, qu'on ne vend pas durablement en dessous du prix de vente pour absolument gagner un marché. L'environnement, l'environnement, c'est l'utilisation durable des ressources, c'est l'absence de pollution, c'est les émissions bas carbone. Et les relations et conditions de travail, un sujet qui va particulièrement nous intéresser, c'est l'emploi et les relations employeur-employé, les conditions de travail, la protection sociale, le dialogue social, la santé et la sécurité au travail et le développement du capital humain. Donc c'est une partie prenante à part entière, vous l'avez dit, au travers des salariés en direct, mais également de représentants du personnel. Les domaines d'action de cette question centrale, une question centrale fondamentale, c'est la prise en compte des intérêts des parties prenantes, que sont les salariés, qui soient des salariés qui sont pérennes dans l'entreprise, les CDI, mais également les CDD, les intérimaires, les stagiaires, les apprentis. Et sur toutes les notions contractuelles, les relations entre les employeurs et les employés, le cadre d'emploi qu'on donne, s'il y a une protection sociale pour les salariés, une mutuelle, une prévoyance, le dialogue social, est-ce qu'on
on fait véritablement un dialogue social, c'est la qualité du dialogue social, les réunions qu'on a, ce qu'on met en place avec les partenaires sociaux, le respect des consultations obligatoires du CSE, par exemple. La santé et les sécurités au travail, c'est la maîtrise des indicateurs de santé au travail, c'est le fait de lutter contre les accidents du travail, donc avoir une vision, par exemple, zéro accident. Voilà. C'est le fait de travailler à une politique de réduction des risques psychosociaux ou d'amélioration de la qualité de vie au travail. Et le développement du capital humain, c'est ce qui est fait en matière de formation, au-delà des obligations ou des minima, pour aller développer tout au long de la vie les compétences nécessaires pour les salariés pour continuer à être employables et pour continuer à s'inscrire dans les transformations de l'entreprise. Et non pas attendre le dernier moment et des fois être obligé de licencier les salariés. Donc vous voyez bien qu'il y a là une part prépondérante de la question, on va dire, sociale, ça a été dit tout à l'heure par l'un d'entre vous, dans la question de la RSE, sociale, sociétale, interne, externe à l'entreprise. Alors pourquoi on engage son entreprise sur la voie de la RSE? Encore une fois, parce que c'est bon pour la planète et l'humanité, parce qu'on va travailler à les objectifs de développement durable, à la lutte contre l'effet de serre, à la lutte contre les pollutions, parce que c'est bon pour le business, parce qu'une entreprise qui est RSE aujourd'hui, c'est une entreprise qui va chercher aussi à démontrer qu'elle est dans une forme de durabilité. C'est par exemple une entreprise, comme je disais tout à l'heure, qui va lutter contre l'obsolescence programmée, c'est-à-dire toujours vendre plus, même si c'est au détriment de la consommation de ressources, mais plutôt s'inscrire dans ce qu'on appelle par exemple l'économie de la fonctionnalité ou l'économie de l'usage, c'est-à-dire ne plus vendre un bien pour le vendre, mais vendre le service qui est associé à un bien. Ça va être par exemple le dispositif d'autopartage, où ce qu'on va s'assurer, c'est que les gens puissent utiliser un véhicule en sécurité et fiable, pas pour acheter le véhicule en lui-même, mais pour acheter le service du déplacement. Donc, on va louer le service du déplacement. Ça vaut aujourd'hui l'économie de la fonctionnalité dans un grand nombre de champs. C'est bon pour le business parce qu'en fait, aujourd'hui, compte tenu de la pression qui existe sur les entreprises en termes de prélèvement de ressources, d'émissions, eh ben, c'est s'assurer qu'on a une forme de pérennité. C'est bon pour l'image, dans la mesure où l'image correspond à la réalité de l'entreprise. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui se font épingler parce qu'elles surjouent, comme on dit, la RSE, et parce que ça le devient obligatoire avec les fameux ESG, ce que nous allons voir dans la suite de ce webinaire. Donc, évidemment, jusqu'à présent, la RSE est une démarche volontaire, donc pourquoi le faire si ce n'est pas obligatoire, même si on a toutes les bonnes raisons de le faire? Eh bien oui, comme ça ne va pas assez vite, eh bien, on va devenir de plus en plus pressant vers les entreprises et ça va devenir obligatoire. ESG, c'est quoi? Alors, ESG, merci. ESG, environnement, sociétal, gouvernance, ce sont des critères qui vont mesurer que le discours de l'entreprise se retrouve dans des indicateurs qu'on appelle ESG et que je vais présenter dans un instant et qui va faire le lien avec l'enjeu des politiques salariales. Les bénéfices de la RSE, vous l'aurez compris, il y a les pérennités du modèle d'affaires, l'attractivité et la fidélisation des compétences, parce qu'aujourd'hui, des salariés ne veulent plus travailler dans telle ou telle entreprise parce qu'ils considèrent que leur entreprise ne leur assure pas une durabilité ou qu'ils ne sont pas en accord avec les valeurs ou la manière de faire du business de l'entreprise. Performance globale, ESG, donc c'est le bénéfice, un des bénéfices ultimes de la RSE, c'est qu'elle participe à la performance globale, c'est-à-dire environnementale, sociétale et gouvernance de l'entreprise. L'image de l'entreprise en accord avec ses actions, transparence, engagement éthique, l'adhésion du personnel au projet responsable et durable de l'entreprise. Quel est l'intérêt pour un salarié de continuer à travailler pour une entreprise qui ne lui garantit pas une forme de durabilité? Et accessoirement, de plus en plus, la valeur de l'entreprise, sa notation, sa cotation va être liée à son score environnement, sociétal et gouvernance. Il ne sera plus question d'une entreprise qui continue à gagner de l'argent
à enrichir ses actionnaires, à faire de la croissance, si dans le même temps, ces indicateurs environnementaux et sociétaux et gouvernance restent mauvais ou dégradés? Il va falloir que les deux convergent au risque où la valeur de l'entreprise, au moment où on va la céder, ou le moment où on va devoir chercher de l'argent de l'extérieur auprès des marchés financiers, va être challengée par ce score ESG. De plus en plus de marchés, qui soient publics ou des marchés d'entreprise à entreprise, des marchés de gré à gré, intègrent de plus en plus dans le cahier des charges des contractualisations entre les entreprises ces fameux indicateurs. Le concept d'entreprise sociale et solidaire, qui est un concept qu'on a par ailleurs développé dans un champ non marchand, l'ESS, est aujourd'hui en train de devenir un élément du vocabulaire des entreprises. On parle d'entreprise sociale et solidaire. Quelles sont les obligations en matière de négociation sociale de l'entreprise? Pourquoi? Parce que là, je vais faire le lien entre la RSE et comment, dans l'entreprise, la négociation sociale est amenée à se saisir de ces sujets-là. Alors, quels sont les temps de négociation sociale que vous connaissez dans vos entreprises? Les NAO? Les NAO, oui. C'est ce que j'allais dire. Oui. Alors, effectivement, historiquement, avant Rebsamen, on avait ce concept de négociation annuelle obligatoire. On se rappelle que Rebsamen est venu un peu bouleverser les règles et notamment il a introduit, ce ministre, au travers de la loi Rebsamen, 3 temps de consultation annuelle obligatoire du CSE. Consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise, situation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, et consultation sur les orientations stratégiques. Périodicité annuelle qui, par accord d'entreprise, accord signé entre l'employeur et les délégués syndicaux des organisations syndicales représentatives, peuvent être plus espacés dans le temps sans aller au-delà de 4 années. Mais restons sur la loi. La loi, c'est une périodicité annuelle. On vous consulte, on vous donne des documents, on vous explique ce que fait l'entreprise et on vous donne votre avis. Mais la loi a complété ces 3 temps de consultation annuelle par 3 temps de négociation annuelle obligatoire. Donc, vous avez dit la négociation annuelle obligatoire. Si on est puriste, il faut savoir que les articles 2242-1 du Code du travail et 2242-2 du Code du travail ne prévoient pas qu'un seul temps de négociation annuelle obligatoire, ils prévoient 3 temps de négociation annuelle obligatoire, chacun de ces temps étant relié à chacune des consultations ci-dessus. C'est-à-dire que chronologiquement, on vous consulte, vous rendez un avis, et sur la base des informations, des enseignements que vous avez récupérés pendant ces consultations, vous pouvez, dans un second temps, utiliser ces éléments dans chacune des 3 consultations qui en découlent. Première consultation, c'est la négociation sur la rémunération, les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise. C'est celle que vous appelez la NAO, grosso modo la négociation sur les salaires. Celle-ci découle directement, notamment de la situation économique et financière de l'entreprise. Quel résultat a fait mon entreprise? Comment se positionne-t-elle sur les marchés? Comment elle utilise la valeur? Et en seconde lame, une négociation qui permet de discuter justement du partage de la valeur ajoutée, des rémunérations, des salaires effectifs et du temps de travail. Aujourd'hui, un des sujets, vous avez très certainement bien noté dans l'actualité, il y a les retraites évidemment, il y a la question de l'inflation, mais il y a aussi la semaine de 4 jours. J'espère que vous avez entendu parler de ce sujet-là qui est de plus en plus présent dans le débat social ces derniers temps. C'est typiquement un sujet qu'on va inscrire au chapitre de cette première négociation. Deuxième négociation, une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie et les conditions de travail.
c'est une négociation qui est à cheval sur deux sujets, à la fois la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise, mais également sur la consultation sur la politique sociale, conditions de travail et emploi. Vous aurez remarqué qu'au regard des items qui sont traités dans chacune de ces consultations, la consultation sur la politique sociale, conditions de travail et emploi est très très riche, très très riche. Grosso modo, c'est l'ancienne consultation qui portait sur le bilan social, très riche. Dernière consultation, où là, on va être sur une négociation qui va porter plus particulièrement sur ce qu'on appelle la gestion des emplois et des parcours professionnels. Alors, pour ceux qui ont un peu d'expérience dans le mandat, avant on appelait ça gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. On a fait évoluer emploi et compétences en notion d'emploi et de parcours professionnel. On appelle désormais ça la GEPP. Et celle-ci décline directement la consultation des orientations stratégiques en actions concrètes en direction de la formation et du développement des compétences des salariés par rapport aux orientations stratégiques que prend l'entreprise pour les prochaines années. Alors vous avez remarqué qu'il y a une petite coquille dans mon graphe. Vous voyez, on parle encore ici de GPEC. Pour être puriste, on devrait parler de GEPP. Mais bon, retenez que c'est l'idée de travailler sur la préparation aux compétences des salariés en lien avec les orientations stratégiques que se donne l'entreprise pour pouvoir rester sur le marché. Donc, vous comprenez bien que par rapport à ce que je vous ai dit il y a un instant sur la RSE, responsabilité sociétale des entreprises, qu'il ne fallait pas beaucoup de choses pour se convaincre qu'évidemment, le CSE est compétent en matière de RSE. Alors, il n'est pas explicitement écrit dans le Code du travail aujourd'hui, mais rien ne dit que ça ne va pas changer, que vous êtes consulté sur la RSE, mais on voit bien que les différentes dimensions des compétences du CSE se retrouvent finalement, je me permets un petit bond en arrière de ce diaporama, dans le modèle vertueux de la RSE. Si par exemple la stratégie de l'entreprise, c'est de se développer dans tel ou tel pays, on voit bien les interactions qu'il va y avoir par exemple sur quoi? Sur les droits de l'homme, sur par exemple la question du devoir de vigilance. Est-ce que l'entreprise va s'assurer que là où elle va se fournir dans un autre pays que la France, elle sera toujours respectueuse des droits de l'homme? Sur l'environnement, quel est l'intérêt par exemple de continuer à se fournir dans un pays éloigné si ça a pour vocation de dégrader le bilan carbone de l'entreprise? La préparation des salariés à la transformation et donc à l'accompagnement des compétences va directement dans le business ou dans le thème relations et conditions de travail, développement du capital humain. Donc, évidemment, la RSE, et sans jeu de mots, RSE, CSE, ça se ressemble pas mal quand même. On voit bien qu'aujourd'hui, il est quasiment incontournable d'entretenir une discussion avec l'employeur et l'employeur avec ses représentants du personnel sur ces enjeux de RSE dans le cadre même des prérogatives du CSE que sont les consultations obligatoires, mais également les 3 temps de négociation annuelle obligatoire. Je ne vous ai pas perdu? Non, j'ai juste une question. Oui, bien dans sûr. le premier article sur le Code du travail, dans Oui. la deuxième négociation, la qualité de vie et les conditions de travail. Qu'est-ce qu'on met sous la qualité de vie? Parce que vu notre contexte actuel, c'est très subjectif pour notre hiérarchie. C'est une très bonne question parce que je vous ai dit, c'est un conseil durable et responsable, travaille notamment aux enjeux de santé au travail. Je vais juste vous donner un petit truc. En matière de relations de travail, de sécurité et conditions de travail, ayez toujours en tête qu'il y a tout en bas de la pyramide la santé au travail. Ensuite, vous avez la qualité de vie au travail. Et enfin, vous avez le bien-être au travail. Alors, le texte a retenu la qualité de vie au travail. Faisons-lui confiance et pensons qu'il veut d'abord parler de la santé au travail. La santé au travail, c'est quoi, Anne? C'est le fait que les salariés, par l'exercice de leur métier dans l'entreprise, conservent une intégrité physique et psychologique.
Donc, ça va être toutes les mesures qui concourent au fait qu'on va analyser les risques professionnels tant physiques que psychologiques et qu'on va s'assurer par la mise en œuvre d'actions de prévention à garantir l'intégrité physique et psychologique. Ça veut dire que, par exemple, on va lutter contre les troubles musculo-squelettiques pour ceux qui sont amenés à avoir des activités répétitives qui atteignent à leur capacité à ne pas être en danger sur les articulations, sur les membres supérieurs. Quand je dis ça, je ne parle pas que des activités de production pure et dure, mais ça vaut aussi pour des gens qui sont sur les activités tertiaires, par un aménagement du poste de travail qui garantit, par exemple, qu'on ne fait pas un nombre de clics affolant pour faire une saisie informatique. C'est un exemple. Donc, on va s'assurer, bien sûr, des risques physiques, mais aussi des risques psychologiques. Ça va être, par exemple, les fameux risques psychosociaux. Donc, par qualité de vie au travail, il faut entendre, par extension, santé au travail. C'est toutes les mesures qui garantissent l'intégrité physique et psychologique des salariés au travers d'obligations qu'a l'employeur, par exemple, d'avoir un document unique d'évaluation des risques professionnels à jour et sur lequel il a, depuis l'année dernière, consulté son CSE. Donc, je reviens à la RSE. Aujourd'hui, dire qu'on fait de la RSE en public, dans les plus grandes des instances pour agir sur son image et qu'en même temps, on n'a pas un document unique d'évaluation des risques professionnels à jour sur lequel on a consulté son CSE, eh ben, on ne peut pas dire qu'on fait de la RSE totalement et correctement parce que dans l'item relations et conditions de travail, eh ben, sur l'enjeu santé et sécurité au travail, on ne peut pas démontrer que le document unique est à jour. Un document unique qui n'est pas à jour, c'est une évaluation des risques qui est fragilisée. Une entreprise qui, par exemple, paierait des centaines de milliers d'euros chaque année de cotisations accidents du travail ou maladies professionnelles, c'est une entreprise qui aurait difficulté à prouver dans son rapport RSE qu'elle est véritablement engagée sur des enjeux de qualité de vie au travail. Et donc, l'affirmer et ne pas le mettre en œuvre, c'est un problème. L'affirmer dans une consultation du CSE et ne pas le mettre en œuvre, c'est un problème. Négocier avec ses partenaires sociaux, diapo 15, et ne pas résoudre les problèmes durablement, par exemple, ne pas mettre d'enquête accident du travail systématique, ne pas veiller à ce qu'on est sûr qu'il n'y a pas une exposition à des risques psychosociaux, ça ne permet pas d'aller à l'objectif. Donc, on va négocier des mesures qui permettent à supprimer les écarts constatés. Évidemment, dans vos entreprises, vous avez tous des taux de gravité et de taux de fréquence accidents du travail et maladies professionnelles à 0, donc vous êtes exemplaires, donc vous n'avez même pas à vous soucier des sujets. Qui nous dit mot consent, donc je considère que c'est vrai. Voilà. Alors, les ESG et le reporting extra-financier. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, ESG, je vous ai déjà dit, environnement, sociétal et gouvernance. Et là, on va faire le lien directement avec la question de la négociation et notamment la négociation salariale. L'enjeu, c'est celui-ci. L'enjeu, c'est la décarbonation de l'économie au sens large. Et ça passe par la décarbonation des acteurs économiques que sont notamment les entreprises. On a un accord de Paris qui a été signé par une majorité des États et qui dit qu'on doit avoir atteint ce qu'on appelle la neutralité carbone en 2050. La neutralité carbone, ça veut dire qu'on n'augmente plus l'apport de carbone dans l'environnement. Il faut savoir que le carbone est un gaz à effet de serre qui reste 10 000 ans dans l'atmosphère. Donc, tout le carbone qu'on dégage aujourd'hui, vous ajoutez plus 10 000. Donc aujourd'hui, l'idée n'est pas de vidanger l'atmosphère, c'est pas possible. Alors, on peut essayer de compenser le carbone, mais l'idée aujourd'hui, c'est de ne plus en émettre parce qu'on est arrivé à un seuil de saturation
Ce seuil de saturation ayant pour conséquence, les travaux du GIEC nous l'informent, c'est une élévation de la température. L'élévation de la température provoquant par ailleurs des désordres climatiques, ce qui n'est pas tellement souhaitable pour l'humanité. Donc l'enjeu, c'est la réduction significative de l'émission de carbone. On sait qui émet du carbone, on sait quelles activités émettent du carbone. Donc l'enjeu est d'atteindre le plus rapidement cette neutralité carbone. Pour y arriver, la Commission européenne a engagé une trajectoire bas carbone. Et donc elle a pris un ensemble de directives depuis le milieu des années 2010, 2014-2015, et la dernière en date de 2022, qui s'appelle la CSRD, qui oblige les entreprises à remonter des données. Donc, quand on dit remonter des données, maintenant dans le langage entrepreneurial, on appelle ça le reporting. Remonter des données qui ne sont pas uniquement et même pas du tout des données financières, mais qui sont des données non financières. Donc on parle de reporting extra-financier, tournant autour de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. L'idée étant que l'entreprise démontre par l'atteinte de ces indicateurs le fait qu'elle est durablement engagée dans la décarbonation de son modèle économique. Sans quoi, d'une part, eh bien, elle a une responsabilité à l'élévation de la température, elle participe à l'élévation de la température mondiale, et d'autre part, elle va être mise en difficulté, comme je le disais tout à l'heure, sur les marchés financiers, sur le marché tout court, là où elle fait son business, parce que des entreprises qui n'auront pas atteint des objectifs ESG compatibles avec la durabilité sont des entreprises qui vont être mises à l'index, qui ne pourront plus continuer à fonctionner comme elles fonctionnaient jusqu'à présent. Oui, mais ça, c'est bien, c'est en France. Mais si les autres pays ne font rien, ça sert à que dalle. C'est pas en France. C'est une directive européenne qui s'applique à toute l'Europe. L'Europe étant un des plus grands émetteurs de gaz à effet de serre, dans lequel on réintègre les émissions qu'elle a externalisées en Chine, parce que 40% des émissions de gaz à effet de serre de l'Europe sont produites en Chine. Mais c'est ce que j'allais dire, la Chine, l'Inde et l'Amérique. Si eux, ils font rien. Alors, on peut ne rien faire, et on est à peu près sûr qu'il ne se passera rien. L'idée n'est pas de juger de la valeur de cette directive. De toute façon, elle s'impose aux entreprises, elle s'impose à toutes les entreprises du périmètre de l'Union européenne, qui contribuent, elles, déjà significativement au gaz à effet de serre, parce que je rappelle quand même que l'Europe est un des plus gros émetteurs de gaz à effet de serre, et qu'en plus de ça, la taxonomie prévoit qu'on réintègre dans le calcul des gaz à effet de serre ce que les entreprises européennes se sont employées à externaliser en Chine. Donc en fait, le calcul tient compte des émissions des entreprises européennes quand elles achètent en Chine. Donc la boucle est bouclée, y compris quand elles achètent aux États-Unis. Je parle de la Chine parce qu'on sait que la grande production industrielle aujourd'hui est faite en Chine, mais une entreprise française qui produit dans l'Union européenne, mais à l'extérieur de l'Union européenne, par le principe de la taxonomie, qui est organisée en périmètre, ce qu'on appelle des scopes, 1, 2, 3, permet de prendre en compte l'ensemble des émissions qui sont directement produites là où l'entreprise est située, mais également les émissions qu'elle intègre en faisant produire par quelqu'un d'autre. Dans ton cas, Jean-Christophe, quand l'entreprise à laquelle tu appartiens, qu'on ne citera pas, doit faire son calcul, elle doit non seulement faire son bilan carbone sur la base de ses propres émissions, mais également sur les émissions qui sont contenues dans les robots que vous achetez et qu'ensuite vous vendez à vos clients, mais que vous ne produisez pas vous directement. Il faut, je veux dire, c'est un travail qui n'a pas été fait par des gens qui n'ont pas réfléchi. Alors, effectivement, on est sur une vision européenne. Je le rappelle, aujourd'hui, la vision européenne, c'est
un énorme pourcentage des émissions. Et de toute façon, on n'a pas le choix. Et de toute façon, on n'a pas le choix. Je ne suis pas convaincu qu'on sache remonter jusqu'à où le premier matériel a été acheté. Alors, effectivement, il y a aujourd'hui un enjeu, et tu le fais effectivement bien remonter, c'est que cet ensemble de directives est en train aujourd'hui de s'appuyer progressivement sur des référentiels. Et l'année 2023 est une année charnière parce que c'est l'année où un organisme que je vais vous présenter dans un instant qui s'appelle l'EFRAG est en train d'élaborer pour le compte de la Commission européenne le référentiel de calcul de ces différents éléments. 2023 est l'année où on élabore le référentiel, où il est transposé dans les directives européennes et transposé dans les différents droits nationaux. Donc en France, on aura jusqu'à la fin de l'année 2023 pour transposer dans le droit national français ces éléments-là. Ensuite, il va y avoir un effet de progressivité selon la taille des entreprises. Mais sachez qu'une entreprise qui est éligible aujourd'hui au reporting, c'est-à-dire une entreprise de plus de 500 salariés, devra remonter dès 2025 sur l'exercice fiscal 2024. Donc c'est maintenant, hein, on parle de maintenant, on parle dans quelques mois, hein, ce qui s'applique aujourd'hui à ce référentiel. Et pour les entreprises de plus de 250 salariés, eh bien, c'est l'année suivante. Donc, il n'y a aucun temps à perdre et je vous assure aujourd'hui que c'est un sujet extrêmement brûlant, extrêmement sensible pour toutes les entreprises parce que la grande majorité d'entre elles, comme tu l'as signalé à juste titre, Jean-Christophe, ne savent pas encore remonter ces données-là. Or, elles vont être obligées de le faire parce que sinon, elles vont avoir des scores pas bons et ces scores pas bons vont les pénaliser par la suite. Ensuite, oui, mais c'est pour des entreprises de plus de 250. Donc, plus de 250 salariés. Donc, Monsieur May, Jean-Christophe, et je t'adore pour ça, je vais te donner deux autres éléments. Premier élément, c'est que, au même titre que vous avez des commissaires comptes pour la finance, vous allez avoir des sortes de commissaires aux comptes pour ces indicateurs-là. Donc, vous avez des gens qui vont venir certifier les comptes non financiers de vos entreprises en matière de ESG. Et sur la question de la taille, eh bien oui, mais en fait, une entreprise de 250 salariés va être obligée d'aller voir ses fournisseurs de moins de 250 salariés, et elle en a très certainement, pour leur demander à eux de remonter des ESG, parce que dans ces ESG à elle, l'entreprise de plus de 250 salariés, elle va devoir intégrer la part de ses fournisseurs. Donc, par effet de capillarité, de ruissellement, les entreprises qui travaillent avec les entreprises de plus de 250 salariés vont être amenées à y aller également. Pourquoi il y a un seuil? Parce que, comme toujours, on donne du temps aux entreprises selon leur taille. On peut le déplorer, mais c'est comme ça. Et d'autre part, parce que les plus gros émetteurs aujourd'hui sont les entreprises de cette taille-là. On passe aujourd'hui dans une logique qu'on appelle 80-20, c'est-à-dire qu'on va d'abord taper les plus gros émetteurs, même si ceux-là s'appuient sur des émetteurs de moins de 250 salariés. Donc, ces gens-là vont devoir aussi intégrer dans leur reporting les moins de 250 salariés. Donc, on est sur un ensemble de standards qui va émerger au courant de l'année 2023 et qui est produit par l'EFRAG, qui est un groupe européen de réflexion qui a été élaboré par la Commission européenne et qui va nourrir la Commission européenne d'un référentiel de reporting de durabilité, dans lequel on va trouver un certain nombre de normes. Il y a 12 volets aux ESRS que vous retrouvez ici, des questions qui touchent transversalement à la manière dont l'entreprise doit élaborer son reporting et les exigences de reporting. On est sur des référentiels très très proches des ISO que vous connaissez par ailleurs. Les questions environnementales, changement climatique, pollution, eau, ressources marines, biodiversité, écosystème, utilisation des ressources et économie circulaire. Les questions sociales, et notamment le SRS S1 et le SRS S2, les main-d'œuvre internes et les travailleurs dans la chaîne de valeur, qu'ils soient internes ou pas,
communautés affectées, consommateurs et utilisateurs finaux, et les questions de gouvernance, c'est-à-dire la conduite des entreprises. C'est notamment là où on va trouver les questions de qui est présent au conseil d'administration, est-ce que les entreprises ont fait évoluer leur raison d'être, est-ce qu'elles ont mis en place des chartes RSE ou des démarches RSE. On attend impatiemment la présentation et la mise à disposition des entreprises de ces ESRS qui vont être demain, grosso modo, le livre de chevet des dirigeants des entreprises, des directeurs financiers qui vont être amenés à reporter ces données-là. Petite subtilité, vous lirez en bas de la page 20 que pour le moment, on va être sur des ESRS qui touchent de manière homogène toutes les activités et qu'elle sera complétée, cette norme, de normes sectorielles par secteur d'activité. L'automobile, l'aéronautique, l'agroalimentaire, ce que vous voulez. Exemple d'indicateurs qu'on va trouver dans les volets social et gouvernance, qui touchent à la manière dont justement l'entreprise travaille son capital humain et s'assure d'avoir une gouvernance éthique et responsable. Vous êtes toujours là? Oui, oui. Oui, oui. Super. Alors la liste des sujets est très copieuse. On va parler de raison d'être d'entreprise à mission. On va parler d'exemplarité des dirigeants, parce que sans dirigeants exemplaires, c'est compliqué. Je vous ramène par exemple à la question des rémunérations de certains dirigeants ou des écarts de rémunération dans une entreprise. On sait aujourd'hui que les inégalités, c'est un gros problème de cette économie dans laquelle on évolue, et donc la RSE vise à réduire les inégalités. La réallocation des moyens, c'est-à-dire où l'entreprise est susceptible aujourd'hui de mettre ses moyens pour assurer sa durabilité. La question des priorités de pouvoir d'achat. Aujourd'hui, face à une population qui est affectée par le prix de l'énergie, des problématiques de logement, de nouvelles mobilités, où on va demander de plus en plus aux travailleurs citoyens ou aux travailleurs consommateurs de se mouvoir, d'avoir lui-même des mobilités plus vertueuses. Des questions de conciliation de vie privée pour pouvoir continuer, par exemple, à vivre dans un endroit qui est responsable et pouvoir travailler dans une entreprise. Comment on concilie les deux, hein? Aujourd'hui, si je travaille à 80 km de chez moi, est-ce que c'est responsable? Donc, réduction des inégalités, implication des parties prenantes, les nouvelles compétences qu'on va pouvoir attendre des entreprises, dans les entreprises. Aujourd'hui, on voit les entreprises s'interroger sur, par exemple, la conception de leurs produits, ce qu'on appelle l'éco-conception, pour lutter justement contre l'obsolescence programmée. Quel accompagnement ces changements pour les salariés quand on va décider de brutalement, une entreprise va dire, bah voilà, je ne veux plus de mobilité thermique dans mon entreprise. Quel accompagnement va-t-elle pouvoir mettre en œuvre vis-à-vis de ses salariés? Donc des notions d'économie circulaire, collaborative, de la fonctionnalité, très certainement de plus en plus des notions d'indexation des rémunérations variables dans un premier temps, sur des objectifs environnementaux et sociaux, et non plus uniquement sur des objectifs de progression du chiffre d'affaires. Je peux poser une question? Bien sûr, bien sûr. Concernant, parce que j'ai typiquement le cas chez nous, dans la conciliation vie privée. Effectivement, j'ai un collègue qui habite très loin et donc depuis effectivement l'inflation, les hausses de carburant, il est confronté effectivement à un problème financier. À ce jour, l'entreprise lui propose 3 jours de télétravail, mais ce n'est pas une situation pérenne et se met en déséquilibre par rapport au télétravail qui a été accordé à l'ensemble des salariés. C'est quoi typiquement le type d'accompagnement qu'on peut faire avec ce genre de cas? Alors, je vais vous décevoir et en même temps, je vais vous ouvrir des perspectives. Merci de ta question, Anne. On est dans le dialogue avec les parties prenantes. Je suis convaincu, et je l'espère,
que le dialogue social dans les entreprises qu'on peut trouver insatisfaisant, vous êtes vous-même des acteurs de ce dialogue social, il pourrait trouver un second souffle, une nouvelle ambition par la mise en place d'un vrai dialogue social autour de ces sujets-là. Donc, ce que veut l'ISO 26000 que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est un vrai dialogue avec les parties prenantes. Et vous êtes des parties prenantes, vous l'avez dit vous-même. À la question que tu poses, il n'y aura jamais de réponse sur étagère. Bien sûr, il y a désormais de plus en plus d'entreprises qui développent des bonnes pratiques et il faut se tourner, il faut s'ouvrir vers l'extérieur et aller voir ce que les entreprises proposent, mais ça ne passera que par un dialogue à l'intérieur de l'entreprise en prenant en compte l'intégralité des parties prenantes et sortir des chemins battus, comme on dit, de chemins balisés pour réfléchir ensemble à ces nouvelles formes de régulation. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'il y a un espace de dialogue, notamment dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, pour sortir des schémas tout tracés. Alors vous allez me dire, ouais Laurent, t'es bien gentil, mais t'es pas au quotidien dans notre entreprise et tu voyais les loulous qu'on se tire, tu dirais pas ça. C'est ça. Je sais bien, je le sais bien. Peut-être que vous êtes en avance de phase, peut-être pas. Peut-être que vos dirigeants n'ont pas encore basculé. Je vous assure qu'avec la mise en place des ESG, ils vont être obligés de venir sur ces sujets-là. Et plus tardivement ils vont le faire, plus ça va être douloureux. Et c'est pour ça que j'ai proposé ce webinaire, pour vous proposer de commencer, vous, si les employeurs ne le font pas, à mettre ces sujets sur la table dès à présent dans le cadre des négociations sociales. Pourquoi? Parce que vous avez compris qu'il y a une temporalité, mais que la temporalité que je vous présente, page 19, porte sur la mise en place de ces indicateurs. Oui, mais un indicateur lui-même, ce n'est rien. Un indicateur, c'est un chiffre. Le chiffre que vous obtiendrez dépendra des actions que vous avez mises en œuvre. Si vous ne réfléchissez pas désormais à mettre des actions en place, les chiffres que vous allez voir apparaître dans vos indicateurs dans quelques années, vous attendez pas à ce qu'ils soient superbes. Les chiffres ne font que le reflet des actions que vous allez mettre en œuvre. Et en matière de transformation des entreprises, ce n'est pas à vous non plus que je vais l'apprendre. Vous savez que ça prend beaucoup de temps. Mais la puissance de la négociation sociale, la puissance des accords d'entreprise, et notamment en matière de politique sociale, c'est qu'ils permettent d'agir à moyen long terme, à faire évoluer les entreprises. Donc, je sais que tu es déçu, Anne, par ma réponse, parce que tu t'attendais très certainement à une solution prête à l'emploi. Ce que je te propose, ce que je vous propose, c'est de mettre ça progressivement au débat de vos négociations, parce que vous aurez en face de vous de plus en plus des employeurs qui, de toute façon, vont être confrontés à ces sujets-là. Et c'est dans la discussion, c'est dans l'échange que vous trouverez ensemble les réponses. S'il faut adapter le temps de travail à ton collègue, pour revenir à ta question, ça passera par là. S'il faut équiper le logement du collègue, ça passera par là. S'il faut faire évoluer les missions du collègue, ça passera par là. S'il faut inciter financièrement les salariés à développer ces comportements, parce qu'on sait que les politiques de rémunération aident à la prise de comportement, ça passera par là. Voilà. Bon, tu sais qui on a en face de nous à chaque discussion. Donc, on n'a pas tous la chance d'avoir des directeurs à la hauteur des enjeux. Ça, c'est un vrai sujet. Mais on ne pourra pas durablement les ignorer, ces sujets-là. Mais je le sais, je te le concède. Après, donc, si cette réponse me convient, parce qu'en fait, il n'y a pas de sens unique sur cet aspect-là de vie privée. Maintenant, clairement, c'est effectivement, est-ce qu'on sera dans l'entendement? Ça, c'est encore un autre débat. Il y a une chose qui est sûre, et vous l'avez tous constaté à titre personnel. Le fait d'aller vers des dimensions, on va dire, écologiques. Vous avez vu que je n'ai pas tellement prononcé ce terme-là. Hein. Oui. Il est écrit sur la diapo que je vous présente, mais le fait d'aller dans des actions type écologique, pour chacun d'entre nous, à titre personnel, de consommateur, ça peut, dans un certain cas, demander un effort, que ce soit un effort comportemental ou un effort financier. D'accord ? En matière d'entreprise, il est indéniable
que les entreprises vont devoir investir à titre environnemental et écologique. C'est évident. Une entreprise qui va réagir uniquement sous l'angle « j'attends une rentabilité immédiate de mes actions sur ce sujet-là » ne pourra pas engager la discussion dans les bonnes conditions. L'idée n'est pas d'investir à fond perdu sur des actions qui n'ont pas d'impact pour une durée indéterminée, mais il est clair qu'aujourd'hui, j'ai parlé tout à l'heure de réallocation de moyens, il est clair que vous allez avoir de plus en plus des investissements RSE, des investissements environnementaux, ESG, parce que c'est évident. Vous ne pourrez pas transformer l'entreprise uniquement sur des coups de bol, des effets d'aubaine, de la fiscalité. Il y aura forcément des efforts à promouvoir par les entreprises. Et dans le cadre de la négociation, dans le cadre de la consultation, notamment sur la stratégie, c'est là où vous allez voir si l'entreprise met les investissements là où vous pensez qu'elle doit les mettre pour assurer sa pérennité. Ça veut dire que vous-même, vous allez devoir vous faire violence en matière de lecture. Si vous raisonnez uniquement sur des critères financiers, si vous n'intégrez pas dans vos raisonnements des critères non financiers, vous risquez de vous louper, pour parler comme les jeunes. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut mettre des accords d'entreprise en place sur de l'intéressement, mais qui ne reposeraient plus uniquement sur le fameux EBITDA, hein, mais aussi sur des objectifs environnementaux et écologiques, en accord avec la stratégie de l'entreprise. Des accords de télétravail à vocation environnementale, tu m'as posé la question. Des systèmes de primes ou d'épargne salariale qui vont aller vers des indicateurs verts. On sait aujourd'hui que agir en finance durable, c'est-à-dire moins investir sur des enjeux fossiles et plus investir sur des enjeux plus durables, c'est des systèmes qui vont être de plus en plus promus par même l'allocation de ressources dans les entreprises. Aujourd'hui, les entreprises qui se vantent d'investir dans la finance responsable. La volonté d'inscrire la stratégie de l'entreprise dans une transition écologique durable par l'évolution du positionnement de l'activité, éventuellement abandonner certaines activités, mettre en place une GEPP ou une GPEC verte, réfléchir à l'accompagnement des salariés à des mobilités bas carbone. Voilà. Si je peux me permettre, oui, j'ai l'impression que je partage le moindre enthousiasme dont a fait peut-être preuve Anne, si j'ai bien compris ces questions. Je veux dire, ces dispositifs qui s'imposent aux entreprises. Oui. Alors, ta présentation est tout à fait intéressante et le dispositif n'est pas inintéressant, mais moi, je reste quand même un peu dubitatif par rapport au contexte que je vis moi, mais que je suis certainement pas la seule à vivre dans les entreprises ou à faire les bilans et l'état des lieux de la place des IRP, l'état de ce qu'on appelle le dialogue social. Et je dirais que pour ma part, ce que je constate à plusieurs niveaux, c'est des relations sociales dans l'entreprise qui sont de plus en plus difficiles. Je parlerai aussi de répression syndicale, d'absence totale de dialogue social et que ce que tu viens de nous présenter, je crois qu'avant tout, ça nécessite de la part de l'organisation une très grande volonté de transparence et j'ai presque envie de dire de cogérance, une forme de cogérance, c'est-à-dire vraiment d'implication des IRP et des salariés. Mais en définitive, franchement, je suis très, très dubitative sur la mise en œuvre et oui, les données, le reporting, c'est intéressant, mais après, il faut encore voir comment sont calculés ces éléments, ces données, sachant que si je m'appuie sur quelque chose de très concret, quand dans l'entreprise, BDES, DURP restent encore des notions pas appliquées, quand les droits fondamentaux pour certains
pour les ERP ne sont pas respectés, quand les droits des salariés sont bafoués, bah, je veux dire, voilà, ça fait une couche supplémentaire sur le millefeuille, mais voilà, je ne suis pas très optimiste. Mais voilà. je te remercie parce que c'est une très belle intervention et en fait, elle remet en perspective tout ce qui vient d'être dit et elle montre bien que l'ensemble du dispositif va être à la hauteur des enjeux. Parce qu'en vérité, ce n'est pas une question de choix. On n'a pas le choix. C'est une nécessité. Aujourd'hui, l'enjeu n'est pas de se faire plaisir en ajoutant une couche au millefeuille, c'est que c'est la voie par laquelle on doit passer pour éviter d'être dans une impasse collective qui sera dramatique. Et là, toutes les études le montrent. Pardon, je te rejoins tout à fait, mais je vais juste rebondir. Je ne sais pas si on partage ensemble des participants les enjeux. On n'a plus le temps j'allais dire, de tergiverser. Je crois que tous les indicateurs sont, même à l'orange, ils sont en rouge. Oui. Ça n'empêche pas que entre les discours, du moins la majorité des discours et la réalité de ce qu'on peut observer. Je parle par exemple juste Total Energy, par exemple, c'est son engagement en Ouganda, voilà, juste ça. Mais tu as tout à fait raison. Aujourd'hui, on sait que je me permets, parce que je prends ta question et elle est tout à fait légitime, je regarde juste la pendule, tu as fait tout à fait raison. On sait aujourd'hui que les émissions de gaz à effet de serre ne baissent pas, on l'a démontré, on a encore des informations très récentes qui le prouvent, ce qui fait que les prévisions du GIEC en matière d'élévation de température sont revues systématiquement à la hausse. Il ne suffit que d'observer ce qui se passe cet hiver pour comprendre aujourd'hui qu'il y a des choses qui aujourd'hui sont très interrogeantes. Donc tu as raison, on n'a plus le temps. Ce dispositif-là, on peut lui reprocher d'être éloigné dans le temps. Pour différentes raisons, tu te doutes bien qu'on est dans des formes de démocratie, il faut composer avec la puissance des entreprises dans certains cas, parce qu'il y a du lobbying, leur capacité aussi à digérer tout ça. On fonde aussi aujourd'hui le sujet sur la capacité des entreprises à se transformer. On l'espère tous. Et c'est cette voie-là qui est proposée là. La voie alternative, c'est on n'a plus la possibilité, parce que ça ne va pas assez vite, parce que les émissions que je montrais tout à l'heure ne diminuent pas assez vite, et d'autres moyens beaucoup plus coercitifs seraient à la clé. Donc, je vous rejoins totalement. Et j'en veux pour preuve le fait que moi-même, je constate, et c'est pour ça aussi que je fais ce webinaire, le peu aujourd'hui de bande passante dans les entreprises sur ces sujets-là. Mais je suis convaincu que si le dialogue social ne s'en saisit pas, tu l'as dit toi-même, Christine, aujourd'hui, vous ne ramassez que des bilans négatifs. On sait que le modèle actuel n'amène pas à de la satisfaction. Vous l'avez dit, en matière de santé au travail, en matière écologique, en matière de dialogue social. Vous n'avez que à la case bilan, à la colonne bilan, que des trucs qui ne vont pas. Donc, on sait que le système est à bout de souffle. Est-ce que les entreprises sont en capacité de inverser la tendance et seront à la hauteur des enjeux? C'est de ça dont il s'agit. Mais je suis d'accord que très rapidement, on pourrait dire, de toute façon, on baisse les bras, ça c'est perdu d'avance. Et vous êtes vous-même quotidiennement à confronter à ça, face à une forme d'inertie et même des fois de dirigeants qui vous envoient paître sur ces sujets-là. Je le conçois. Mais on ne peut pas aujourd'hui aller dans ces voies-là si on ne veut pas s'attendre au pire. Voilà, je suis désolé. Hein, Oui, mais l'idée pour moi n'était pas de dire c'est foutu d'avance, il faut baisser les bras. Non, pas baisser les bras, mais je sais pas, il y a peut-être d'autres voies qui vont s'imposer à nous, soit par choix, soit par non-choix, mais il y a des voies qui vont s'imposer et ça, voilà. Je comprends tout à fait et c'est aussi à vous, acteurs du dialogue social, partie prenante en entreprise, de créer ces voies-là. Hein. Mais aujourd'hui, on sait qu'il y a un cadre réglementaire qui se met en place, qu'il y a une préoccupation écologique, environnementale et qu'on a des entreprises qui doivent trouver le chemin. Et vous êtes acteurs de cette transformation, indéniablement. Ouais, mais oui, comme elle l'a dit Laurent, on rajoute une couche au millefeuille
Et il y a des réglementations qui sont là depuis plus de 10 ans, qui ne sont même pas un jour. Oui. Donc, ça sert à quoi de encore vouloir alors que ce qui est déjà en place depuis un certain nombre d'années n'est même pas fait? Tu as raison. Nous, on veut tous bouger. Mais qu'est-ce qui va les obliger, eux, à bouger, vu qu'aujourd'hui, ils ne sont même pas encore dans les clous? Le business. C'est le business qui va les. C'est le business. Quand on ne pourra plus faire de business, c'est ça. L'aiguillon ultime, c'est le business. Je suis d'accord, je vous rejoins. Est-ce qu'on doit attendre ça? Je ne sais pas. Mais on est déjà dans cette situation. Enfin, pour ma part, oui. Enfin, je veux dire, je suis dans un gros groupe, une multinationale, leader mondial, et ce que l'on évoque en comité central sur ces aspects-là, c'est justement parce j'ai quelques collègues qui sont très férus du sujet, c'est tout ce qui existe d'ores et déjà au niveau des analystes financiers et des notations financières pour non-respect de la réglementation ou quand on n'est pas dans le non-respect, dans le fait de ne pas aller assez vite là-dessus. Aujourd'hui, il y a déjà je vais appeler ça des sociétés d'analystes qui attribuent des notes qui ont déjà tellement le pouvoir de faire baisser la notation que ça ne peut faire que réagir, parce que qui dit notation dit cours de bourse, qui dit cours de bourse dit dividende, et qui dit dividende dit faut absolument qu'on change, sinon on perd du pognon. Tout à fait. Vous avez tout à fait raison, vous faites référence à ce qu'on appelle la SFDR, qui est ici, qui date de 2014, c'est ce qu'on appelle grosso modo la directive européenne sur la finance responsable, et elle est déjà à l'œuvre, vous avez tout à fait raison, il y a déjà un grand nombre d'entreprises qui doivent avancer ce genre de critères. Votre groupe, un autre groupe qui est représenté aujourd'hui autour de cette table-là, je sais qu'il a un reporting annuel sur ces sujets-là. Vous n'en avez pas forcément conscience ou connaissance, vous, à vos niveaux. Bon, manifestement, vous, c'est Gwenaël qui s'exprimait, je crois, avez cette information-là. Mais sachez qu'évidemment, sur les marchés financiers, aujourd'hui, c'est des choses qui sont de plus en plus déterminantes. Tout à fait. Tout à fait. Ce qui est le plus à regretter, c'est qu'en fait, les réglementations ont donné la possibilité de ce que j'appellerais des subterfuges, au sens où plutôt que d'investir dans des technologies qui seraient plus éco-responsables, eh bien, on donne le moyen pour avoir une meilleure note que d'aller investir. Alors, non pas dans notre outil de production et sur les produits que l'on réalise, mais d'aller investir à acheter des hectares de forêt pour finalement obtenir une meilleure note sur le résultat CO2, quoi. Oui. Alors après, il ne faut pas non plus être trop caricatural, dans la mesure où quand même les entreprises évoluent petitement, doucement, sans compromettre leur business. Voilà, elles le font. La question qui est posée, c'est la compatibilité du rythme que suivent vos entreprises, les entreprises en moyenne, et cet objectif de neutralité carbone. On ne peut pas dire non plus que les entreprises ne font rien. C'est moins visible, c'est moins impactant que certaines décisions, elles le font, mais progressivement, elles y arrivent. Est-ce qu'elles vont assez vite que l'ambition? Ça, c'est la vraie question. Les courbes donnent la réponse, mais je suis d'accord. Il ne s'agit pas de faire un procès d'intention, mais aujourd'hui, je veux dire, on va pas interpréter des chiffres, on va juste regarder des courbes. On voit bien que le point de croisement des courbes n'est pas encore atteint, ce qui veut dire que l'une ne va pas assez vite par rapport à l'autre. Tout à fait. Je vous remercie pour votre écoute et vos échanges. C'est toujours super intéressant de partager avec vous. Je ne cherche pas à vous convaincre. Je cherche à apporter à chaque fois dans mes webinaires des informations supplémentaires. Ce document est à votre disposition. Je vous l'envoie par email. Vous trouverez à la fin du document d'autres sources pour aller plus loin. Voilà, que certaines vous connaissez, d'autres moins. Voilà, et vous trouverez aussi l'offre qu'on propose. Et notamment, on a développé tout récemment une formation référent RSE durabilité pour élus de CSE qui veulent s'engager plus avant sur ces sujets-là
en complément de toutes les choses qu'ils ont déjà bien à faire. Je pense que la transformation des CSE que vous avez connus depuis les ordonnances passe aussi par tellement de sujets qu'on est convaincu, et ce n'est pas que nous qui le disons, il y a des études qui le montrent, qu'il faut aller vers une forme de professionnalisation et de spécialisation des élus, sinon vous n'arriverez pas à tenir tous les enjeux et tous les sujets que vous avez à traiter. Voilà. C'est clair. Voilà, donc je vous envoie ce document dans la foulée. Je vous remercie de votre écoute et de vos